Wesh l'équipe, bien quoi? Ça dit quoi? Tranquille? Ouais, moi ça va, tranquille, tu connais. Dans cet épisode, on va parler d'armes à feu, de cartel mexicain. Là c'est noir, là c'est la vraie vie là. Donc, pour commencer l'histoire, on remonte un peu le temps et on arrive le 14 décembre 2010. C'est le jour où, aux États-Unis, Brian Terry, un agent de patrouille de frontière américain entre les États-Unis et le Mexique, a été tué par des trafiquants d'armes mexicains. Et son meurtre aurait pu s'ajouter à la longue liste de faits divers tristes et tragiques dans ce genre qui arrivent aux États-Unis, mais ce sera pas le cas, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Un mois et demi plus tard, le 27 janvier 2011, on apprend que les meurtriers étaient en fait connus et identifiés par ATF. ATF, c'est quoi? C'est le service fédéral américain officiel qui est chargé de la mise en application des lois sur l'alcool, le tabac et les armes à feu, justement. Et eux, on a appris du coup le 27 janvier qu'ils connaissaient et qu'ils avaient bien identifié ces meurtriers-là bien avant le meurtre et qu'ils les avaient laissés se déplacer en liberté alors qu'ils auraient pu les arrêter. Et encore pire, ceux qui leur ont fourni indirectement, voire on pourrait presque dire directement, les armes qui ont servi à tuer Brian Terry. Donc quand cette news, elle est donnée par les médias aux États-Unis, énorme scandale, les médias s'emballent, les politiques s'emballent, etc. Et en fait, on apprend que tout ça a été orchestré, autorisé, dans le cadre d'une opération secrète, voire clandestine, qui s'appelle l'opération Fast and Furious. Donc l'opération Fast and Furious, c'est quoi? En gros, ATF, le service fédéral en question, ils savent qu'il y a un gros trafic d'armes qui se passe entre les États-Unis et le Mexique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartels mexicains qui envoient des hommes à eux aux États-Unis, dans l'Arizona, pour acheter des armes aux commerçants d'armes aux États-Unis, parce que c'est légal là-bas. Ils achètent des armes et ils repartent au Mexique pour approvisionner leurs besoins en armes pour leurs activités criminelles. Sauf que bien sûr, ça c'est illégal et c'est un problème parce que ça nourrit le crime, etc. Donc ATF, ils ont conscience de ça et qu'est-ce qu'ils se disent? On va mettre une opération en place. Donc l'opération Fast and Furious qui consiste en quoi? À laisser ces trafiquants d'armes acheter les armes qu'ils veulent alors qu'ils les ont identifiées. Ils leur vendent ce qu'ils veulent, comme si c'était des acheteurs moyens américains qui achètent des armes pour leurs propres besoins de sécurité, etc. Sauf que pas du tout. Donc ils leur vendent les armes, et leur but, selon l'opération en tout cas, c'est de tracer les trafiquants d'armes, et en les suivant correctement, ils sont censés remonter jusqu'au cartel mexicain, aux grosses têtes des réseaux, etc. et pouvoir démanteler les cartels et arrêter le crime. Donc c'est une bonne idée de merde. Franchement, c'est vraiment... Je pense que n'importe qui entend ça, à chaud, te dit... Enfin, je sais pas comment tu comptes faire ça. Enfin, tu te doutes bien que ça va partir en couille en fait, parce que tu donnes des armes à des criminels. Tu sais très bien ce qu'ils comptent faire avec les armes. Tu te doutes bien que ils vont tuer des gens en fait, ils vont faire leurs activités de cartel en fait. Et tu leur vends quand même en disant que tu vas les tracer, etc. Je sais pas comment ils comptent les tracer, j'ai pas compris. C'est un plan foireux. De base, le plan il a aucun sens. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Donc là, du coup, on se resitue. On est fin janvier 2011. L'opération a été dévoilée au grand public après le scandale du meurtre de Brian Terry, justement. Elle est tout de suite arrêtée et s'ensuit tout un tas d'enquêtes, d'investigations parlementaires, blablabla, etc. Et on découvre plein de choses, dont tout un tas de scènes de crime au Mexique, bien sûr, où on retrouve des armes qui proviennent de cette opération-là. Je vous donne quelques exemples du type de scènes de crime où on a pu trouver ces armes-là. Et vous allez voir que c'est pas des lol. Premier exemple, il y a certaines de ces armes qui ont servi à des criminels mexicains pour tirer sur des hélicoptères de l'armée mexicaine. Déjà en vrai c'est une dinguerie, mais on va monter d'un cran. Deuxième exemple, il y a un avocat au Mexique qui s'appelle Mario González Rodríguez. Et ce mec il a été kidnappé par des membres de cartels mexicains. Et ils l'ont filmé dans une vidéo. Et il le force à accuser publiquement sa sœur, qui s'appelle Patricia González Rodríguez, qui elle est la procureure générale du Chihuahua. C'est un état au Mexique. Et sous la contrainte, il accuse publiquement sa sœur d'être en collaboration avec le cartel de Juárez, qui est un cartel mexicain, de les protéger. Il accuse aussi d'avoir commandité le meurtre de 2 journalistes et d'un membre de la communauté mormon. Donc des accusations extrêmement graves, etc., qui font beaucoup de bruit au Mexique. Donc là, limite, c'est une histoire dans l'histoire. Évidemment, l'avocat Mario González, il a été tué, et son corps, on le retrouvera dans une tombe plus tard. Donc dans cette histoire, c'est bel et bien des armes qui proviennent de l'opération Fast and Furious, qui auront servi à l'enlèvement, le kidnapping, et l'assassinat, etc. Troisième exemple, on va monter encore de 2 crans là. Le 8 janvier 2016, qu'est-ce qui s'est passé le 8 janvier 2016? L'arrestation de Joaquín Guzmán, alias El Chapo, le fameux boss du cartel de Sinaloa. Quand il se fait arrêter en 2016, qu'est-ce qu'on retrouve chez lui?
des armes qui proviennent de l'opération Fast and Furious, dont un sniper qui apparemment serait tellement puissant qu'il pourrait arrêter un véhicule en marche d'une seule balle. Donc en fait, c'est là que tu vois qu'ils ne sont pas contentés de vendre des armes à des criminels mexicains et à des cartels mexicains. Ils leur ont vendu des armes de guerre, tu vois. C'est ça qui est encore plus surréaliste, encore que des petits 9 mm ou je sais pas. Déjà, c'est une idée de merde. Mais des armes de guerre, on parle de sniper. Dans le cas de Mario Gonzalez, c'était des AK-47, etc. C'est des armes de ouf. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et je vous donne un petit chiffre pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur des conséquences de l'opération. Entre 2009 et 2011, c'est-à-dire tout le laps de temps pendant lequel a duré l'opération, il y a eu 2500 armes, dont des snipers, des AK-47, etc., qui ont été mises en liberté. Et après coup, une fois que l'opération est arrêtée, on a réussi, enfin ils ont réussi, rien à voir là-dedans moi, ils ont réussi à en récupérer que 600. Donc il en reste 1900 en liberté, même actuellement, dans les mains des cartels mexicains et tout, etc. Donc malgré le fait que grâce à cette opération, ils ont réussi à arrêter une vingtaine de personnes qui faisaient du trafic d'armes interfrontalier, bah, quand tu regardes bien, la balance entre le bien et le mal, l'opération a fait beaucoup plus de mal que de bien. Et l'information qu'il faut bien avoir en tête dans cette histoire aussi, c'est que le Mexique, eux, ils étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. En fait, ils ont appris la nouvelle, comme tout le monde, quand c'est passé à la télé. Si on schématise bien ce qui s'est passé, à un État qui a fourni volontairement, consciemment, en armes, des organisations criminelles d'un autre État qui, lui, était au courant de rien de ce qui se passait, ça a contribué à déstabiliser l'État un max, ça a alimenté le crime dans l'État, on a vu que ça a provoqué des scandales politiques, etc. avec Mario Gonzalez et sa sœur Patricia Gonzalez. Ça, c'est quelques exemples qu'on a, mais en fait, il a dû se passer plein de choses dont on n'est pas au courant. Enfin, quand tu vois que t'as des armes qui étaient chez El Chapo, en fait, tu te rends compte que le truc, il est vraiment parti super loin. Maintenant qu'on a bien conscience de ce qui s'est passé et d'à quel point c'est une dinguerie, la question qu'on devrait tous se poser, c'est y a-t-il eu des conséquences judiciaires? Y a-t-il eu des gens qui sont allés en prison, qui ont été tenus pour responsables de ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc dans cette partie-là, on commence à avoir l'habitude, on s'en doute bien, il n'y a pas grand-chose à manger, il n'y a personne qui allait en prison. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'en août 2011, il y a le directeur de ATF qui s'appelle Kenneth A. Melson, qui a simplement en fait été viré de son poste et qui a été relégué à un poste d'officier de police de bureau assez classique. Bon, voilà. Autant dire que c'est pas cher payé pour ce dont il est responsable. Et il y a aussi le procureur général de l'Arizona qui a été forcé à démissionner parce qu'en fait on a appris qu'il était au courant de l'opération, donc il a validé et donc il est tenu aussi comme responsable. Il y a eu beaucoup de mouvements de remue-ménage parlementaire pour essayer de mettre en porte-à-faux le procureur général des États-Unis, Eric Holder, mais personne n'a réussi à prouver qu'il était au courant de l'opération et lui atteste du fait qu'il a eu connaissance de l'opération seulement quelques semaines avant que ça ait été rendu public. Barack Obama aussi s'est exprimé, enfin pas lui directement. En fait, il a envoyé son porte-parole à sa place qui s'est exprimé, qui a dit que Barack Obama il était pas au courant. Donc lui il s'en est lavé les mains, il a dit moi je rien à voir, je savais pas, tu vois. Mais c'est tout, ça va pas plus loin. En fait, les seules personnes qui ont fait de la prison dans cette histoire, c'est tous ceux qui sont liés dans le meurtre de Brian Terry. Donc là il y a des grosses peines de prison. Il y a des 8 ans de prison, des 50 ans de prison, il y en a qui ont pris prison à vie, etc. Enfin, ils ont pris cher. Et ce qui est normal, s'ils ont tué un mec, Miskin il est innocent, il a rien à voir, tu vois. Mais, enfin ça m'étonne toujours de voir à quel point les commanditaires de l'opération, entre guillemets, ceux qui sont vraiment responsables de ce qui s'est passé, ils sont inquiétés en rien. Vraiment, que dalle. Et dans cette dernière partie, en fait, il se passe un autre truc dont je commence à avoir l'habitude aussi. C'est qu'en fait, quand tu grattes un peu et tu découvres quelques mensonges, un secret, etc., quand tu continues à gratter, tu te rends compte que derrière les secrets, il y a d'autres secrets. Et il y a d'autres secrets. Il y a toujours des trucs en plus. Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert ? Que l'opération Fast and Furious n'est que la suite de plein d'autres opérations du même genre, avec exactement le même processus, le même procédé. Et en fait, ils font pas ça depuis 2009, ils font ça depuis 2006. Donc autant dire qu'entre 2006 et 2011, en réalité, le nombre d'armes qui a dû être mis en liberté, je sais pas il est de combien, on pourra jamais avoir le vrai chiffre, mais c'est pas 1900, ça doit être des milliers de milliers, je sais pas, mais beaucoup en tout cas. Donc ça laisse imaginer le nombre de crimes qui ont été induits par cette énorme erreur de l'administration américaine. Et moi la question que je me pose, la dernière question que je me pose dans cette histoire, c'est entre 2006 et 2011. 5 années c'est long en vrai. Leur opération, elle pue la merde. C'est une idée de merde. Ils ont bien dû se rendre compte sur les 5 ans, en cours de chemin, que ça marchait pas. Ils ont bien dû se rendre compte que, en fait, ils faisaient que nourrir le crime, ils faisaient que nourrir les cartels mexicains, etc. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont pas arrêté ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc on peut se poser la question de n'y a-t-il pas des choses qu'on nous cache ? Mais il y a absolument rien
qui prouve ça. Donc tant qu'il n'y a rien qui prouve qu'il y aurait peut-être une raison plus obscure à l'origine de cette opération, on part du principe que la raison, c'est la raison officielle. Et donc en fait, ça fait juste de ces gens-là des gros débiles. C'est juste des gros trimards. Soit c'est un complot, soit c'est des trimards. On part du principe que c'est des trimards parce qu'on n'a rien qui peut nous laisser penser au fait que ce soit un complot. Et donc voilà, c'est comme ça que cette histoire se termine. Donc c'est une histoire assez folle, je trouve. J'espère que ça vous aura plu de suivre ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où je sais pas encore on va parler de quoi. Likez, commentez, partagez, tous les trucs comme ça. Voilà, tu connais. Let's go!